Alors voilà, merci beaucoup, merci Philippe d'être venu. Donc Philippe Chénieux est directeur général du groupe Made.com, c'est-à-dire des 7 pays. Il est basé à Londres et on va parler de Made.com. D'abord on va parler de Philippe Chénieux. Alors on se connaît depuis très longtemps. Philippe était l'un des fondateurs d'e-France. E-France, vendu pendant la bulle, un prix scandaleux, on ne dira pas combien, mais enfin ça fait 1,260 milliard de francs quand même. Ça a été l'une des très grosses... Tu parles en francs. Je parle en francs, je suis désolé, parce que c'était alors que la bulle avait déjà chuté depuis un mois et demi. C'était extraordinaire. Les talents de Loïc Lemeur de vendeur n'ont qu'un chef, qu'un maître, c'est Marc Simoncini. Et Philippe est le bras droit de Marc Simoncini. Donc ensuite, il est parti avec lui sur la création de Mythique, dont j'ai été un des premiers abonnés. Il fallait bien qu'il y ait des utilisateurs au départ. Et je ne sais pas si je dirais pas si j'ai eu du succès. Je ne parlerai pas de mon succès sur Mythique en 2003. Et ensuite, depuis combien? Donc tu es directeur général de Made.com, tu me l'as dit, depuis 4 ans, c'est ça? Oui, depuis 4 ans. Bonjour à toutes et à toutes, et merci Pierre pour l'invitation. Oui, j'ai rejoint le groupe Made.com en 2013. C'est une société qui est basée à Londres. De façon anecdotique, mais c'est important au regard du contexte, Marc Simoncini a été le premier investisseur dans la société. Ah d'accord, wow. Voilà, donc tout ça a une continuité qui s'explique. En 2 mots, Made, c'est une marque de meubles et de décoration design, 100% en ligne. Et la mission de la société, c'est de rendre le design accessible au plus grand nombre. Donc, société créée en 2010 à Londres par 3 jeunes talentueux entrepreneurs français et le fondateur de lastminute.com. Société qui a démarré évidemment sur le marché anglais, qui a connu un succès très rapide et dont on a déployé le concept et le modèle très rapidement sur un certain nombre de marchés européens. Et donc aujourd'hui on opère dans 7 pays, les 3 marchés principaux étant l'Angleterre, la France et plus récemment l'Allemagne. Alors Made.com, donc c'est parti de rien, hein, ils ont tout créé, le site, la logistique, l'assortiment, enfin le catalogue, etc. Donc c'est un site de meubles, j'ai envie de dire, design, mais normaux. C'est pas les meubles faits à façon. Tu te rappelles de ce modèle dont on peut pas dire qu'il a eu énormément de succès, mais enfin... Non, en fait, l'idée pour revenir à la genèse du projet, c'est que les fondateurs ont fait le constat assez simple, qu'il y avait un espace assez important dans le marché entre d'une part Ikea et les marques de design italiennes ou scandinaves, et que lorsque vous vouliez acheter des meubles qui avaient un certain caractère, un certain style et un peu différent de ce que vous pourriez trouver dans les enseignes traditionnelles, finalement l'offre était relativement limitée. Et quand ils ont regardé un peu plus dans le détail ce marché du meuble, ils se sont aperçus d'un certain nombre de choses. La première, c'est que c'est un énorme marché retail, c'est le 2e en valeur après l'habillement, si j'exclus l'alimentation. C'est un marché qui, finalement, est assez inefficient, et pour 2 raisons. C'est qu'il est très fragmenté au niveau de la distribution, qu'il est très fragmenté au niveau de la production. Et enfin, c'est un marché dont la dernière innovation s'appelle Ikea, il y a 30 ans. Et un marché qui, à l'époque, en 2010, était finalement assez peu pénétré par le commerce électronique. Donc ils ont décidé et ils ont identifié qu'il y avait cet espace-là. Et ils sont partis d'une feuille blanche et ils ont essayé de réinventer un modèle qui vient, alors pas forcément en disruption parce qu'on ne va pas faire tout disparaître, mais en tous les cas qui vient challenger la façon dont ce marché-là fonctionnait. Combien il y a de références sur Made.com? Alors aujourd'hui, on a 2500 références. Le modèle économique, il est basé sur de l'intégration verticale. Ça veut dire qu'on fait tout. Ça veut dire qu'on travaille avec des designers qui nous soumettent quotidiennement leur design. Ça veut dire que l'on développe nous-mêmes les produits. Ça veut dire qu'on trouve les usines. Ça veut dire qu'on achemine les produits, qu'on distribue et qu'on fait le marketing. Donc c'est un modèle qui est fondamentalement différent d'un modèle de distributeur dans lequel vous vendez les produits des autres. Nous, on se définit comme un éditeur et il se trouve qu'on distribue nos propres produits. Il faut être sacrément couillu pour se lancer, quand on n'est pas du métier, dans un marché pareil.
Il y a toujours une phase d'inconscience, mais aussi c'est un avantage parce que quand vous adressez un marché qui est déjà structuré et qui a cette taille-là avec des acteurs qui sont importants, la chance de ces jeunes qui ont lancé cette activité-là, c'est de prendre l'idée et puis d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'ils imaginaient. Et la plupart avaient des backgrounds qui étaient des backgrounds d'entrepreneurs tech, et ils ont essayé d'injecter beaucoup de technologie, beaucoup de data, je sais que c'est le sujet de cet après-midi, dans la façon d'approcher le modèle économique et la façon de le faire fonctionner. Ils sont toujours dans l'entreprise? Ils sont plus opérationnels. D'accord. L'entreprise aujourd'hui a 300 employés. La plupart sont basés à Londres. On est en train d'ouvrir une équipe à Paris. On a une équipe à Berlin. Et puis on a des équipes de sourcing qui gèrent la qualité, qui gèrent la relation avec les fournisseurs en Chine et au Vietnam. Donc il y a Jessica Delpirou de Mythique. Alors, je suis très content. Jessica, qui a participé à l'aventure Mythique, nous a rejoint il y a 2 mois. Jessica qui est ici. Ah ben voilà, j'avais pas vu. D'accord. Et donc ces meubles, ce sont des meubles qui ont une particularité ou en fait c'est un style de meuble qui est le style made, c'est ça? On peut dire ça comme ça? On a un style qui nous est propre, qu'on définit comme moderne et contemporain. Quand on regarde la façon dont on l'a approché, on cible essentiellement des jeunes urbains et on s'est rendu compte assez rapidement que les goûts sont en train de converger pour ces populations, en particulier ce qu'on appelle les millennials, où on voit que ils partagent les mêmes marques, ils ont les mêmes goûts, ils écoutent probablement la même musique et ils sont sur les mêmes réseaux sociaux. Et donc, en déployant le concept de Londres vers les autres pays européens, finalement, on vend grosso modo les mêmes produits, que vous soyez à Londres, que vous soyez à Amsterdam, que vous soyez à Milan ou que vous soyez à Berlin. Et donc, on arrive à travers la cible et le style qu'on a choisi, à déployer une seule et même marque, une seule et même plateforme sur un certain nombre de pays, et on efface d'une certaine façon les aspects culturels. Les meubles sont fabriqués en Europe de l'Est? Designés à Londres, mais fabriqués en Europe de l'Est? Alors on a travaillé avec 150 designers qui viennent de tous les pays. Ah, d'accord. Et ce qui est assez important de comprendre la façon dont on fonctionne, c'est qu'on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on appelle le fast fashion. Et donc la mode et l'habillement, un certain nombre d'années, le mode de fonctionnement a été changé par les Zara, les H&M et aujourd'hui plein de nouveaux sites qui arrivent sur le marché. Et ce que font ces gens-là, c'est qu'ils ont réduit de façon extrêmement importante les cycles de production. Et typiquement, quand vous êtes dans l'habillement ou dans la mode ou quand vous êtes dans le meuble, vous raisonnez en collection. Et vous avez une collection printemps-été, une collection automne-hiver, et vous achetez votre collection 18 mois à l'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez énormément de risques, vous prenez énormément de paris, vous avez à stocker vos produits, il faut que vous mettiez vos produits dans tous vos magasins, et finalement, tous ces risques-là se retrouvent dans le prix. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est de réduire de façon drastique ces cycles-là. Et entre l'idée et le fait qu'on mette un produit sur le site, il va se passer entre 4 et 6 mois. Si bien qu'au lieu de raisonner en collection, 1 à 2 par an, en saison, pardon, on raisonne, on lance 2 collections par semaine. C'est-à-dire qu'on a 20 à 30 produits qui sont sortis, que l'on teste, on vérifie s'ils fonctionnent, et s'ils ne fonctionnent pas, on les arrête, et s'ils fonctionnent, on les garde. Et donc on a un processus qui est beaucoup plus agile, qui est beaucoup plus rapide, qui colle à la tendance des marchés, et qui nous permettent, en tous les cas en termes de propositions, d'avoir toujours quelque chose de nouveau à découvrir sur le site. Alors, vos concurrents, c'est Furnitures. Qui sont vos concurrents? Les concurrents sont les acteurs, les grands acteurs du marché. C'est essentiellement les pure players ou alors c'est Ikea, c'est le magasin de meubles du coin? On se bat tous pour les mêmes clients. D'accord. Donc il n'y a pas un marché online particulier, il n'y a pas des clients. Moi, j'achète en ligne, par exemple, mais ça correspond à un comportement qui est particulier, parce que c'est pas d'une évidence sans faille que d'acheter un sofa en ligne. Ouais. Parce que une de nos grandes forces, si je reviens à mon histoire du fast fashion, c'est qu'on n'a pas de présence physique ou très peu de présence physique, mais c'est aussi notre plus grande faiblesse. Quand vous voulez acheter, beaucoup de gens, quand ils veulent acheter un canapé, ils veulent le toucher auparavant. Alors, il y a Amazon dans ce marché, mais Amazon n'est qu'un distributeur. Contrairement à Made, il n'y a pas une marque Amazon de meubles.
Pour moi, c'est la grande différence. Et en fait, de façon un peu synthétique, un peu schématique, dans les e-commerçants, ce qu'on appelle le e-commerce, je vais distinguer deux parties. Les gens qui distribuent les produits des autres et les gens qui distribuent leurs propres produits. Si vous distribuez les produits des autres, en définitive, vous pouvez vous différencier par comment? Par deux facteurs. Un, le prix, et donc vous avez un problème de marge. Et deux, par le service, qui nécessite d'énormes investissements. Et donc ça met quand même un certain nombre de questions sur la rentabilité à terme de ce genre de modèle. Et puis vous avez toujours Amazon qui est en face de vous. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu et ce qu'on voit depuis les 5 dernières années, c'est que finalement, toutes les marques qui se sont lancées sur Internet et vont directement avoir une relation avec leurs clients. Et donc, vous avez aux États-Unis des gens qui sont comme les Warby Parker, comme les Bonobo, comme les Everlane. Il y a une marque que j'aime bien ici en France qui s'appelle Cézanne. Donc, il y a des gens qui ont réussi à démontrer qu'on est capable de créer des marques, de créer de la traction, de créer du volume en démarrant sur Internet et d'aller chercher une relation directe et de rechercher une relation directe avec les clients. Les bonobos sont si proches des hommes que maintenant ils ont des meubles. On va parler d'une autre caractéristique de ces animaux, hein, on ne rentrera pas dans le détail. Alors c'est vrai que plus encore que pour les vêtements, alors Mélenchon dirait une chaise, c'est fait pour s'asseoir. Mais plus encore que pour les vêtements, non, c'est les chaises, mais les meubles, le meuble chips, ça la fout mal. Ça se voit. Et pourquoi je dis ça, moi d'ailleurs? Non, alors on va parler... On va parler des sujets qui nous préoccupent, qui sont les sujets du marketing. Le meuble n'est pas un achat récurrent, malheureusement. Donc, lorsqu'on a acheté une commode Louis XVI, c'est pas le regard sur meuble, mais disons un lit. Ce lit va nous faire 10 ans, ou que sais-je. Et donc, j'imagine que pour vous, l'acquisition, c'est le sujet majeur. Non, je dis une bêtise, là. Et qu'elle doit transformer immédiatement. En fait, ce n'est pas le cas. Ça ne transforme pas immédiatement parce qu'en fait, on a des... C'est ce que je me disais aussi, mais... Aujourd'hui, tu sais ce qu'on fait? On a essentiellement des gros produits, ce qu'on appelle des produits de meubles. Et donc, ce sont des produits dont on a un panier moyen qui est aux alentours de 300 €, 300 pounds. Et donc, par définition, les gens prennent du temps pour vérifier, pour regarder ce qui se passe. Et donc, l'acquisition, c'est pas un achat d'impulsion. Non. Et donc, l'une des difficultés pour nous, on y reviendra peut-être, c'est les modèles d'attribution. Comment est-ce qu'on arrive à attribuer le bon argent au bon canal, etc. etc. Donc, le cycle d'achat est relativement long. La chance que l'on a, c'est que comme on est éditeur, on a des marges qui sont conséquentes. Et comme on a des paniers moyens, ça veut dire qu'on a la capacité d'avoir des coûts d'acquisition relativement élevés. Et aujourd'hui, le modèle tourne de telle façon à ce qu'on ait break-even, où on fait un peu d'argent sur la première commande. Alors c'est vrai que lorsque vous achetez un canapé, vous n'avez pas besoin d'acheter un deuxième canapé la semaine suivante. Et donc on est en train de développer une gamme complète. Et en particulier, récemment, on développe de plus en plus d'objets de décoration qui, là, vont faciliter le repeat purchase et donc l'augmentation de la lifetime value. Alors parlons de l'attribution. Il y a non seulement l'attribution, j'imagine que la data, effectivement, l'identification des moments de vie qui est un sujet très à la mode. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Donc comment gérez-vous justement vos modèles d'attribution? Comment définissez-vous vos modèles d'attribution? Et quelle est l'opérationnalité de ce modèle? Écoute, on a passé des années pour comprendre un petit peu quels étaient les parcours clients. Essentiellement, ce que l'on a fait, c'est qu'on a réintégré l'ensemble des données et l'ensemble des points de contact que l'on a avec nos clients dans une énorme base de données, et donc qui résonne non pas au niveau du client, mais qui résonne au niveau du visiteur. Et puis on a essayé de comprendre en fonction d'où les gens venaient la première fois, combien de temps ça leur prenait pour revenir, pour racheter. Et de cette base-là, on a essayé de mettre en place un modèle d'attribution qui nous est propre, et qui est une approximation de ce que l'on comprend des principaux parcours clients. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est absolument vrai dans le sens où on est complètement calé? Non, c'est une approximation. Mais aujourd'hui, ça nous suffit pour pouvoir monitorer nos investissements à travers différents canaux, de telle façon à ce qu'on arrive à pondérer ça et générer le retour que l'on attend. Quelle est la part du search? Est-ce que c'est la porte d'entrée principale? Jessica, tu peux m'aider? Alors tout le monde connaît Jessica Delpirou, évidemment, qui était la patronne de Mythique.
Bon, ça marche. Non, la part du search est importante parce qu'en fait, alors sur les canaux online, la part du search est importante, surtout que nous, en fait, on travaille sur le search et tous les sites shopping, en fait, qu'on attribue au search également. Donc, on a fait un gros travail là-dessus. Pour nous, c'est un seul et même univers, ce qui est un peu spécifique dans le monde du retail. Et en fait, sur le online, ça représente je dirais un bon tiers de notre activité. Mais aujourd'hui, on a d'autres canaux qui commencent à prendre le relais, et notamment un tout petit player qui s'appelle Facebook et qui est aussi très important chez nous. La façon dont en fait, ce qu'on essaie, c'est de raconter une histoire autour de nos produits. Et donc, l'investissement qu'on a fait depuis le début, c'est beaucoup d'investissement autour du contenu. Et donc, si vous allez sur Made, vous verrez probablement un des meilleurs contenus que vous avez sur le marché dans notre secteur en tous les cas. Donc, un contenu qui est un contenu photo, un contenu de texte et surtout un contenu vidéo. Donc, on a intégré toute cette chaîne de production. Et ce qui est important dans ce genre de produit, c'est le visuel, et c'est l'histoire que vous racontez autour de ça. Et donc les réseaux sociaux, en particulier Pinterest, Instagram et Facebook, sont des choses qui sont excessivement importantes pour nous, et qui sont à la fois en termes d'acquisition importants, mais qui véhiculent l'image que l'on souhaite véhiculer. Parce que sur le search, donc par exemple, si je mets sofa et que j'habite Londres, je vois made.com arriver dans les 4-5 premiers. On se bat tous pour arriver en premier, évidemment. Mais ce content marketing dont tu parles joue un rôle clé pour apparaître naturellement dans les premières occurrences. Il joue un rôle clé parce que les taux de clics sont évidemment beaucoup plus importants si votre photo est de qualité et si elle est bien prise et si elle raconte une histoire. Et c'est vrai aussi sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a bien fait dès le début, parce que c'était l'histoire qu'on voulait raconter. Et une grosse partie de notre budget marketing, il est attribué au contenu et à la qualité du contenu que l'on fait. Et donc tu parlais de Facebook. Vous avez, j'imagine, une page Facebook sur laquelle vous mettez le même contenu, enfin un contenu semblable à celui qu'on retrouve sur votre site. Vous avez des fans, comment gérez-vous on va parler du transactionnel sur Facebook, mais a priori, vous ne sponsorisez pas des liens et des publicités sur Facebook. Vous faites ça. On fait plein de choses, et en fait, on a plutôt spécialisé les canaux, les réseaux sociaux en fonction d'objectifs bien particuliers. Dans Facebook, vous avez aussi beaucoup de CRM, beaucoup de relations clients qui s'opèrent, ainsi que beaucoup de conquêtes. Dans Instagram, c'est plutôt l'inspiration et la relation avec les influenceurs dans lequel on essaye d'activer ce média-là pour faire ça. Et puis vous avez le Twitter, c'est plutôt du corporate. Alors je schématise, mais c'est comme ça qu'on l'a organisé. Et donc chaque réseau a des indicateurs et des objectifs qui leur sont particuliers. Quel est l'âge moyen et la structure familiale moyenne de vos clients et de vos cibles? L'âge moyen est de 10 ans moins élevé que la moyenne du marché. D'accord, donc ça fait quoi, 38 ans Oui, c'est pas très loin. Pas très loin. C'est pas très loin. Et c'est des gens qui ont quoi, 2 enfants? Non, typiquement, ce que l'on dit, le comportement, c'est quand vous avez déjà acheté, vous êtes jeune, vous êtes étudiant, vous vous installez pour la première fois, vous avez un premier job, vous allez chez Ikea. Voilà, vous n'achetez pas Made. Et puis quand les choses vont un peu mieux pour vous, vous installez, vous êtes en couple, vous achetez votre appartement, vous louez votre appartement, là vous voulez faire un effort d'investissement dans votre décoration. Et c'est là où on intervient. Et c'est là où il y avait un trou dans le marché en définitive pour ce genre de population en disant... Voilà, un certain niveau de revenu, plutôt urbain et périurbain. Exactement. Et le style est en adéquation avec la clientèle. Absolument. Mais par contre, sur Facebook, vous n'utilisez pas Facebook. Il n'y a pas une efficacité de conversion sur Facebook. On est bien d'accord. Les gens ne cliquent pas, tombent et puis finalement achètent. Dans votre modèle d'attribution, ça ne se passe pas comme ça. En fait, nous, on fait du Facebook Ads, donc en dehors de notre page Facebook. Mais pour de la notoriété, simplement. Non, pour de la conversion. Enfin, nous, on a un modèle très performance-driven. Donc, quand aujourd'hui, un client va cliquer sur nos liens Facebook qui sont
hyper qualitatifs, hyper en adéquation avec notre marque, hyper aspirationnels, ils vont souvent convertir derrière. En tout cas, on regarde la performance au même titre qu'on regarde la performance sur le search, ça c'est une évidence. En revanche, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, mais parce que c'est pas forcément, je pense, le nerf de la guerre pour nous, c'est on n'a pas un lien sur notre page Facebook pour acheter directement. Facebook, la page elle-même, est plus en effet une page de relationnel, de communication et d'inspiration aussi. Très bien. Et au niveau de la data, vous êtes, j'imagine, sollicité par tous les offreurs du marché. Alors, on a nos partenaires que sont Quantcast. Il y a donc disons des plateformes qui permettent de trouver un certain public par rapport à un certain profil. Donc, on va prendre le profil de l'acheteur de meubles d'un certain style, d'un certain standing. Et est-ce que vous utilisez ces plateformes et si oui, lesquelles? Le détail, je ne l'ai pas. Ah, mon Dieu, c'est un patron. Maintenant, il est patron. Oui, est-ce que vous utilisez une DMP, normal, par exemple? Alors, on n'a pas de DMP aujourd'hui. On a beaucoup de données et on fait beaucoup de choses avec notre données, et notamment, par exemple, avec Facebook, puisqu'on fait des lookalikes. Voilà, on a ce type de pratique-là. Aujourd'hui, il y a en effet pas mal d'acteurs. Il y a pas mal d'acteurs d'ailleurs qui sont là. On a plein de projets sur tout ce qui est programmatique, mais c'est pas encore. C'est pas encore notre canal principal pour plein de raisons différentes, parce qu'en effet on avait encore beaucoup de croissance à aller chercher sur d'autres canaux. Est-ce que le mobile est un de ces canaux sur lesquels vous allez chercher de la croissance? Ouais, c'est définitivement, enfin on voit évidemment les usages migrer vers le mobile, et donc c'est des canaux qui ont été ouverts il y a 1 an et qui sont en train de grandir de façon très importante. Et la consultation sur mobile, c'est quoi, 60% du... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est l'ordre de grandeur. D'accord. Il n'y a pas une app made.com quand même? Qui a été lancée la semaine dernière. Ah oui? Ouais. Ah ben, dites-moi. Qui connaissait made.com dans le public? Tout le monde. Excellent. On a voilà. Vous avez bienvenue. Qui a acheté? Il y a encore de la conversion à faire. Hein. Qui a acheté chez nous? C'est incroyable. Mais ils peuvent pas. C'est incroyable. Ils peuvent pas parce que c'est pas encore ouvert en France. Non? On peut ouvrir, on peut acheter sur made.com? Bien sûr. Alors, on va recommencer, on reprend depuis le début. Mais ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc il va falloir que je te mette à jour. Merci. Alors, Pierre. Je suis largué en tout. On parle bien de Facebook at work. Hein. C'est bien le sujet. Et donc on peut vendre, mais donc vous ouvrez en fait essentiellement un service marketing, puisque la logistique existe, oui. C'est commercialisé, c'est en langue française. Exactement, donc ça a démarré il y a 3 ans, Pierre. Donc ça c'est pour Pierre, je vais vous laisser. Donc ça a démarré il y a 3 ans. On a ouvert un showroom, donc ça c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on l'approche. On a ouvert un showroom à côté de la place des Victoires l'été dernier. Un magnifique showroom que je vous invite à visiter. Et évidemment, quand je vous ai dit que notre plus grande force, une de nos forces, c'est d'être agile, mais la plus grande faiblesse, c'est de ne pas avoir de présence physique. Et donc, on a développé, en complément de l'expérience online, un certain nombre d'emplacements qui sont à mi-chemin entre le showroom et le concept store, dans lequel on a une continuité, mais beaucoup plus immersive de l'expérience client. Et donc, on a un showroom à Paris, on en a 3 en Angleterre, on en a un showroom à Amsterdam et un showroom à Berlin. Et en complément de ces showrooms-là, on a ouvert une plateforme collaborative qui s'appelle Unbox. Et en fait, l'idée venait d'une réflexion qu'on en avait eue, d'une personne qui aurait acheté chez nous, mais qui ne l'a pas faite parce qu'elle n'a pas pu toucher le produit. Et elle m'a dit, j'aurais bien acheté si quelqu'un dans mon voisinage avait ce produit-là et que j'aurais pu interagir. Et donc on a regardé ça, et puis on a dit, c'est pas idiot. Et donc on a ouvert cette plateforme. Aujourd'hui, il y a 10 ou 15 000 personnes qui ont posté des commentaires, qui ont surtout posté des photos de ce qu'ils ont acheté dans leur appartement ou dans leur maison, et qui sont d'accord pour interagir avec nos clients, nos futurs clients. Et donc nous, on est en train de dire, écoutez, si vous voulez avoir de la réassurance et si vous voulez voir comment le produit que vous comptez acheter est dans un environnement réel et pas seulement sur les photos, et si vous voulez avoir un retour d'expérience de qualité et de services de livraison, etc., on pousse nos futurs clients à se mettre en relation avec les clients existants et d'avoir une interaction directe. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement bien perçu et qui, on a vu des gens le faire, mais qui à l'époque était extrêmement innovant. Vous faites ça avec un partenaire ou c'est vous qui avez développé? C'est complètement intégré dans l'expérience client de Mail. Donc vous recrutez vous rémunérez les clients?
Enfin, Ah. s'il y a une conversion via CBA, vous les rémunérez? Parce que votre concurrent qui fait Mais- ça aussi, lui, rémunère. Et il file Ouais, des tiroirs supplémentaires. Je sais. Mais non, on ne le rémunère pas. On ne le rémunère pas. En revanche, ceux qui participent à ce programme-là ont un certain nombre d'exclusivités, sont invités à des avant-premières, sont invités à discuter avec les designers qui travaillent avec nous. Ce sont souvent des gens qui ont une vraie sensibilité au design, qui ont un vrai intérêt à la décoration intérieure et avec qui on entretient une relation de proximité. Et donc c'est une façon de garder cette relation-là et ils nous la rendent en étant nos ambassadeurs à la fin. Donc tu es un CEO heureux. Écoutez, pour l'instant, tout va bien. Ah, bon, on se verra au dîner à Londres. J'espère que vous viendrez pour le benchmark. Voilà, c'est dans 2 mois. Ben, merci beaucoup. Merci Philippe. Merci à vous de nous avoir Merci. écoutés. Et bonne continuation à Maëd.